Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cet échange, ces regards croisés. Et merci beaucoup Stéphane Laroche, Sylvie Retailleau de votre présence avec nous ce soir. Je vais introduire un petit peu le propos avant de vous présenter aussi plus en détail. Donc le CITEM, vous le savez, fête ce soir sa 30e édition. Il n'y a pas très longtemps, Beaux-Arts Magazine fêtait aussi ses 40 ans cette fois-ci. Et ce n'est pas complètement un hasard si tous deux font partie du groupe Beaux-Arts et compagnie. En fait, ça fait 10 ans que nous développons tout un écosystème au cœur des enjeux du secteur de l'art et de la culture. Et ces enjeux d'exploration, de décryptage, de transmission que porte Beaux-Arts Magazine depuis maintenant plus de 40 ans et qui en fait, j'en profite pour en dire un petit mot, qui en fait le magazine d'art le plus vendu et le plus lu en France, dans le monde francophone et je pense dans le monde occidental, voire dans le monde entier. Voilà. Ce sont ces mêmes valeurs en fait, qui animent en fait, tout notre écosystème puisque nous sommes déployés sur la médiation, sur le conseil, sur les rencontres professionnelles. Alors, rencontres du marché de l'art, c'est The Art Business Conference qui se décline à Paris, Londres, New York, Dubaï, Maastricht, Hong Kong. C'est évidemment le secteur muséal et patrimonial qui se retrouve au CITEM et à Museva, et c'est pour ça que nous avons repris ces deux événements il y a 5 ans. Et puis c'est aussi d'ailleurs l'art et la culture générale, ce que nous portons dans le monde de l'entreprise avec Beaux-Arts Institute, dans l'idée d'inspirer les dirigeants en leur amenant finalement des clés de compréhension du monde d'aujourd'hui et aussi une manière de voir le monde qui permet d'anticiper ce qu'il deviendra demain. Et c'est ces lignes de force qu'on va aussi décrire avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait face évidemment à des transformations, on va dire des mutations, des transitions sociétales, démographiques, technologiques, environnementales, sans précédent par leur ampleur et surtout par leur rapidité et leur vitesse. Dans ce monde en mutation, les lieux de culture, qu'ils soient musées d'art contemporain, de sites patrimoniaux, musées de sciences, musées de société et de civilisation, font face à un certain nombre d'enjeux communs, que l'on parle de rapport au public, que l'on parle de la place du numérique et de l'intelligence artificielle, que l'on parle de sujets de gouvernance, de sujets évidemment de développement durable et d'écologie. Dans ce monde, on va dire, de plus en plus polarisé qui se technologise, est-ce que les musées sont finalement amenés à être mis de côté ou au contraire à être mis au premier plan? C'est un peu ce qu'on va essayer de tracer avec vous aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire un exercice d'anticipation, mais déjà de dessiner ce qui aujourd'hui est en train de recomposer le monde des musées, leur rapport au monde. Donc pour cela, nous avons la chance d'avoir des regards croisés de deux personnalités de premier plan et surtout qui amènent des regards représentatifs à la fois des musées d'art, des musées de sciences, des musées de société et puis des deux côtés de l'Atlantique aussi. Donc on avait aussi envie d'ouvrir, d'autant plus que le Canada et le Québec est très présent au CITEM et on avait vraiment envie d'avoir aussi cette discussion à travers les deux côtés de l'Atlantique. Je vais vous présenter en quelques mots. Sylvie Retailleau, vous avez pris en janvier la présidence d'Universcience. Je vais donner un petit peu votre parcours parce qu'il est peut-être moins connu et un peu plus atypique dans le monde de la culture. Peut-être dire juste qu'Universcience, tout le monde connaît ici Universcience, mais c'est l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je le mentionne parce que finalement, on ne va pas parler que de musées, mais aussi de cités, de palais, et donc on va voir que ça prend différentes formes. Vous êtes agrégé de physique, vous avez une formation en microélectronique et en électrotechnique.
un DEA à l'ENS Cachan, un doctorat en sciences à Paris Sud, devenu Paris-Saclay. Vous avez été enseignante-chercheuse, alors je ne dirais pas sur toutes les thématiques, mais en tout cas à l'Institut d'électronique fondamentale de Paris Sud, CNRS. Vous avez été surtout présidente de l'Université Paris-Saclay de 2016 à 2022 et ensuite ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur avant de prendre la présidence d'Univers Sciences. Donc là, on va pouvoir parler culture, mais aussi sciences et éducation. Donc on est très impatient de recueillir votre vision. Stéphane Laroche, vous êtes depuis octobre 2024 à la tête du Musée d'art contemporain de Montréal, le MAC, qui est musée d'État du Québec et je pense le plus grand musée d'art contemporain du Canada. Tout à fait. Alors vous êtes de formation avocat et vous avez tout un parcours dans les institutions culturelles du Québec. Vous avez été d'ailleurs à la délégation du Québec à Paris, qui nous a accueillis, je le précise aussi lundi, pour le lancement de la Museums Meet in Paris, donc cette grande semaine de rencontres des professionnels des musées à Paris. Vous êtes passé par le Palais Montcalm au Québec. Vous avez dirigé la SODEC aussi, la société donc, qui soutient les entreprises de la culture. Et puis, vous avez été président PDG du Conseil des arts et lettres du Québec de 2013 à 2015, puis PDG du Musée de la civilisation du Québec, que vous avez conduit à des records de fréquentation. Donc, ce sera intéressant aussi d'avoir votre vision sur ces musées de société. Donc, merci à tous deux de vous prêter à cet exercice. Et je vais vous demander d'abord peut-être de réagir sur la question des publics. Les publics sont, on le voit et on l'a vu encore aujourd'hui dans les différentes tables rondes, finalement de plus en plus acteurs eux-mêmes des musées et plus seulement spectateurs ou visiteurs. Donc comment est-ce que vous voyez déjà cette évolution voilà, est-ce que le public va être justement de plus en plus acteur du contenu et des interactions et de ce qui se passe dans les musées? Peut-être Stéphane. Madame, non, ça va? Acteur, oui, d'une certaine façon, puisqu'on essaie de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment concernés par ce qu'on y fait. On s'en va vers des formes de musées de plus en plus hybride, je pense, où est-ce qu'il y aura des formes de collaboration avec des professionnels, mais collaboration aussi avec les communautés, la collectivité, et donc là-dedans, il y a des citoyens, évidemment. Oui, acteurs, je peux vous donner des exemples de ce que j'ai fait au Musée de la Civilisation et de ce que je suis en train de faire au Musée d'art contemporain. Je dis je, mais c'est mes équipes qui font ça. Par exemple, par la création de commissions consultatives, de comités qui impliquent des citoyens pour leur demander leur avis sur la programmation, l'éducation, les communications, comment rejoindre des publics jeunesse, par exemple. Alors, au Musée d'art contemporain, on est en train d'implanter un comité jeunesse avec des jeunes de 18 à 30 ans pour avoir leur pouls. On a fait au Musée de la Civilisation un comité d'action muséale autochtone qui était composé et qui existe toujours, donc des représentants des 11 nations autochtones présentes sur le territoire québécois et qui nous guidaient dans les choix d'exposition. On a réalisé une très grande exposition permanente là, sur la collection du musée, où est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'objets autochtones. Et on voulait faire en sorte que les nations autochtones se sentent respectées, se sentent entendues, et plutôt que de parler en leur nom, on leur a donné la parole. C'est la même chose avec les jeunes, et on peut le faire avec différents groupes. Alors oui, les citoyens peuvent devenir acteurs des musées. Enfin, je ne vais pas redire, mais évidemment, alors nous, à Univers Sciences, quand on a le palais, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas musée, vous l'avez dit, palais de la découverte, cité des sciences, ça veut dire quelque chose parce que, en fait, ce n'est pas un musée de collection, ce ne sont pas des musées de collection, c'est effectivement des musées où le public vient et fait. Donc, ils sont accompagnés par des médiateurs pour découvrir la science à l'état de l'art, etc. Et donc, c'est vraiment de l'expérimentation, de la découverte par le faire, beaucoup, par la médiation
médiation, c'est-à-dire l'explication, poser des questions, toutes les questions de tous les publics, essayer d'avoir ces réponses en même temps qu'un certain émerveillement de voir la science à l'état de l'art. Et c'est vrai que dans l'évolution des publics, donc on a certains publics, c'est-à-dire qu'on a celui qui va nous alimenter, on part de comités scientifiques depuis longtemps, on travaille avec les académiques, que ce soit dans le monde de la recherche, les entreprises, l'industrie, etc. Donc je dirais c'est une source d'alimentation et on a ces conseils, ces comités, ces commissaires qui sont à la fois côté musée, côté exposition et côté sciences. Et puis aujourd'hui, on a par exemple à la Cité des Sciences développé, ça fait longtemps, on a une Cité des enfants qui a un grand succès. Cette Cité des enfants, on a un comité des enfants, c'est-à-dire qu'on teste depuis très longtemps avec ce comité des enfants de voir la réaction, d'évaluer et de suivre aussi avec le public pour qui on fait l'exposition, pour qui on fait la cité, et en l'occurrence la Cité des enfants. On a la Cité des bébés, c'est un peu plus difficile d'avoir leur retour. Voilà. Mais la Cité des enfants, on a ce comité. Et en ce moment, on est en train de tester pour monter une exposition qui s'appellera Grand Curieux pour des adolescents. Et du coup, on a monté un groupe d'adolescents pour créer l'exposition avec eux. Donc c'est vraiment une démarche, parce que les enfants, le comité, c'est plutôt pour avoir leur avis. Ensuite, une fois que l'on a, donc une évaluation peut-être plus a posteriori, même si on les a embarqués en amont et mais pas complètement à la conception. Donc là, on va un cran en avant, c'est-à-dire qu'on a monté et on est même en train de choisir les thématiques avec eux. C'est-à-dire que ça s'appelle Grand Curieux, mais parce que ça va être la curiosité de ces adolescents qui vont définir les thèmes sur lesquels ensuite les équipes vont travailler sur l'exposition. Et je crois qu'il y a des musées, donc on réfléchit aussi dans nos futurs projets d'établissement, ce que doit être le musée ou notre Cité des Sciences dans 20 ans. Donc on s'inspire un peu, je pense au musée à Bristol, de Curious, où là vraiment ils ont pris un pas de côté, où ils ont essayé de créer finalement ces expositions à partir des questionnements des publics et des questions des publics. Donc c'est des expérimentations qu'on fait jusqu'où on intègre le public en amont de la création, de penser le sujet, de l'exposition, et qu'est-ce qu'on emmène aussi quand même par rapport à une réflexion évidemment qu'on doit avoir en interne et par rapport à ces experts, et je mets plein de guillemets, qui nous alimentent aussi et sur lesquels on a l'habitude de travailler. Donc c'est un changement de posture, de questionnement sur un musée qui est vraiment un musée vivant que l'on touche et dans lequel on parle. Nous, dans le Cité des Sciences et dans le Palais, il n'y a aucun panneau où on marque « ne touchez pas » parce que c'est vraiment le côté, au contraire, touchez, expérimentez, trompez-vous et puis sortez-en une démarche, quelque chose. Donc c'est cette démarche d'accompagnement qu'on essaye de sûrement continuer à poursuivre, voire incrémenter et accélérer, parce qu'on pense que le public acteur est quelque chose certainement dans le futur qui sera encore plus important. Donc à la fois lieu d'autorité puis plateforme collaborative. C'est expertise, ce mélange d'aller-retour entre effectivement, alors nous c'est à partir de sciences, industrie, etc. et experts de muséographie et de médiation, mais on est là pour le public et de voir à peu près les attentes, l'évolution de la société et comment on y répond et comment on se projette aussi à 10 ou 20 ans. Et ça, on le voit bien avec les évolutions démographiques, mais les défis, que ce soit pour nous le climat, la biodiversité, enfin, tous les grands sujets de société, comment on emmène pour pas tomber dans des caricatures de technosolutionnisme ou uniquement de solutions des usages et d'avoir un regard critique un peu à l'avance sur finalement l'évolution de la science, de la technologie, de l'industrie et de comment on peut apporter. Et ce que vous disiez tout à l'heure, enfin, je voulais vraiment rebondir sur ce côté, faire de la culture scientifique, c'est apporter, participer, comme toute la culture, à ces clés de compréhension du monde dont vous parliez, à cette émancipation qu'on emmène. Et c'est vraiment ce spectre large de la culture qui, chez tout citoyen, doit amener effectivement dans ce monde qui est changeant, incertain, et où on doit apporter quelques clés de compréhension et d'émancipation et finalement de liberté, finalement. Je pense qu'on reviendra effectivement sur ce rôle citoyen et sociétal des musées. Je voulais rebondir aussi sur... Oui, pardon, Stéphane. Si vous me le permettez, parce que vous venez de dire quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez parlé de lieu d'autorité. Moi, c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Je tiens à le dire, ce n'est pas pour vous contredire. Non, c'était je pense qu'on doit parler plutôt que les musées sont en train de se transformer. Ils ont été des lieux d'autorité.
Je pense qu'ils sont en train de se transformer. Ils deviennent plutôt des lieux d'authenticité, où est-ce qu'on voit des vrais objets, des vraies œuvres d'art dans les centres d'archives, des vrais documents, ouais, voilà, dans les bibliothèques aussi. Donc, des lieux d'authenticité, pas nécessairement de vérité, parce que la vérité, c'est compliqué, il y en a plusieurs, mais des lieux d'authenticité, des lieux de confiance, où les gens, et des lieux de crédibilité, notamment en sciences, et dans l'art aussi. Et donc, c'est important de comprendre ce changement, cette évolution, cette transformation. Alors, ce n'est pas seulement du vocabulaire, ce n'est pas seulement sémantique. Je pense que c'est un vrai changement de posture, et c'est quelque chose qui va faire en sorte que les musées vont profondément se transformer au cours des 30 prochaines années. Et on parlait d'objets réels, on a parlé aussi de technologie. Alors, on a la tendance de plus en plus aujourd'hui de mettre beaucoup d'immersif, de vivre des expériences. Ces expériences, d'ailleurs, à la Cité des enfants, elles sont, on va dire, très peu technologiques. Elles sont justement... et c'est un vrai choix. Donc, voilà, j'aimerais aussi vous faire réagir sur cette question de est-ce que finalement la technologie, l'IA, l'immersif, ça va être omniprésent ou est-ce qu'au contraire, ça va s'effacer pour laisser plus place à l'expérience vécue? Alors, je pense que c'est enfin, pour moi, vous m'entendrez souvent dire tout est une question d'équilibre. Mais effectivement, la technologie, on s'en sert, ça fait partie du monde d'aujourd'hui. Et donc, surtout dans un musée des sciences de l'industrie, etc., on ne peut pas passer à côté du numérique, de l'IA, de l'intelligence artificielle et de la technologie. Mais sans devenir technosolutionniste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous preniez l'exemple de la Cité des enfants. Je rebondis là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a peu d'écrans, peu de numérique, et c'est un choix par rapport, alors qu'à côté on a une salle immersive, donc évidemment il y en a, mais certainement en complément de l'humain. Et dans la Cité des enfants, c'est aussi un choix où ils vont découvrir beaucoup de choses par eux-mêmes, accompagnés par les médiations ou par eux-mêmes seuls. Mais on a essayé de limiter les écrans par rapport à, on le connaît, l'impact que peut avoir un trop-plein d'écran ou finalement quelque chose apporté par le numérique quand il est trop présent et uniquement présent. Et donc, on leur donne cet espace un peu différent à la Cité des enfants, à la fois ludique de jeu, mais aussi de créativité et aussi évidemment d'explication ou d'appropriation de ces phénomènes physiques, de ces phénomènes finalement qui nous entourent et qui sont la science ou la démarche scientifique. Par contre, on va parler du quantique, on va parler de l'intelligence artificielle. On va créer au Palais de la Découverte une salle immersive où les gens vont se retrouver dans une infrastructure de recherche pour comprendre ce qu'est le synchrotron soleil, là en l'occurrence, ou d'autres, comprendre comment travaillent les scientifiques. Et là, c'est un objet, c'est un outil qui est très utile à s'immerger dans un environnement. Mais ils vont quand même être accompagnés par de la médiation, par de l'humain. Et donc l'idée, c'est que ces lieux, et on le voit, le taux de satisfaction des usagers, des publics, il est d'autant plus grand, plus élevé, qu'ils sont accompagnés par l'humain. Il est d'autant plus grand qu'il y a une médiation, il y a une réponse aux questions, à leurs questions, et pas à une question, etc. Et qu'on va se mettre à adapter au profil la même question posée par un enfant de 7 ans, par un adulte de 20 ans ou de 50 ans. Le médiateur ne va pas y répondre par la même chose. Vous posez la même question de l'IA, lui, il ne sait pas si vous avez 7 ans, 20 ans, 50 ans, et la façon dont les questions vont s'enchaîner. Et donc, ce lien à l'humain, cette complémentarité, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et je pense que c'est une responsabilité des musées de mélanger, de ne pas, parce que la technologie, on décevrait certains publics si on n'avait pas cet apport de la technologie qui est très complémentaire. Mais je crois que ce qui fait notre plus, c'est ce lieu et c'est cette manière de montrer que l'apprentissage, la découverte, la créativité, elle se fait ensemble et elle se fait par un vecteur humain qui à mon avis, restera fondamental. Donc c'est ce mélange, et chez nous, c'est très très important la médiation. Et Stéphane, qu'est-ce que vous voyez que le numérique ne peut pas offrir? Oui, c'est sûr que par définition, les musées d'art sont extrêmement différents des musées de sciences. Je ne dis pas que c'est mieux, mais c'est différent. Et dans leur ADN, si on veut, les musées d'art sont d'abord des lieux de contemplation. Je pense que dans les années à venir, cette particularité de leur identité va devenir une chance, puisque je crois que les lieux
de déconnexion vont devenir des lieux précieux dans nos sociétés. Les lieux de connexion aussi, mais les lieux de déconnexion vont l'être. Alors, un musée d'art, particulièrement, peut être un sanctuaire de lenteur, de réflexion, de déconnexion, à tel point que nous, dans les méthodes de médiation et d'éducation qu'on est en train d'implanter, on a déjà fait des tests dans nos espaces sur les murs, mais on veut le faire de manière plus large dans le futur musée qui va s'ouvrir en 2028. On prévoit dans presque toutes les expositions un espace de déconnexion, c'est-à-dire on appelle même une aire de soins, où est-ce que les gens vont s'asseoir, pouvoir lire, regarder pas seulement des catalogues, toutes sortes de livres, écrire leurs impressions, comme leurs émotions, parce que parfois une œuvre d'art, ça peut être confrontant, ça peut être choquant, ça peut être émouvant. Et essayer de le faire le plus possible sans la technologie. Je ne vous dis pas que le musée sera low-tech. C'est impossible. Vous l'avez dit, on a besoin de technologie, on a besoin du numérique dans nos institutions. Mais il faut miser sur cette particularité des musées d'art en tout cas, et des musées d'histoire aussi probablement, d'être ce lieu où est-ce qu'on peut se retourner vers soi-même et vers les autres et vers l'humain. Ceci étant dit, il y aura, oui, comme je vous dis, des applications numériques dans notre nouveau musée. Il y aura des parcours numériques, il y aura des applications qu'on va implanter. Mais on pense aussi à faire des journées sans technologie où est-ce que les gens devront laisser leur téléphone à l'entrée dans un petit casier pour avoir une visite pure. Je vais le dire comme ça. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour dire que demain, nous aurons une conférence sur l'art qui soigne. Et effectivement, ce sujet de l'art pour prendre du temps, déconnecter et finalement, des très belles études de l'OMS qui montrent que ça agit très, très positivement. Donc, c'est aussi un enjeu sociétal, ce qui me permet de faire le lien. Oui ? Juste pour rebondir, je pense que c'est capital. Et à la Cité des Sciences, on a une bibliothèque. Quand vous disiez lire, se poser, écrire. Et effectivement, c'est aussi l'idée d'un moment donné, au lieu de finalement apporter quelque chose, parce que même une exposition, etc., c'est se poser et prendre par soi-même, et avec le livre, l'écriture. Donc, ces différents lieux qui rejoignent un peu ça de façon différente, c'est des choses auxquelles on tient pour offrir au public ces différents lieux de moments. Dans la Cité des bébés, il n'y a pas d'écran, il n'y aura pas d'écran. Encore une fois, dans la Cité des enfants, vous l'avez remarqué, non plus. Et je pense que c'est important, effectivement, de garder ces choix, de pouvoir se poser, quelle que soit la façon de le faire. C'est important. Oui. Et la lenteur de visite, peut-être effectivement choisir moins et faire moins au pas de course, c'est effectivement des nouvelles pratiques qui sont en train d'être beaucoup testées. Et je voulais faire le lien avec cette notion de musée citoyen, d'engagement sociétal, voire politique. Au Musée de la civilisation du Québec, vous étiez tout à fait pionnier sur la relation notamment avec les populations autochtones. Donc dans ce monde dont je disais qu'il se polarise et il peut être source de tensions, de conflits, justement, quel est le rôle de musée ? Est-ce qu'il doit rester neutre ? Est-ce qu'il peut rester neutre ? Ou est-ce qu'il doit justement participer du lien entre les citoyens? C'est une grande question. La neutralité, elle est sûrement souhaitable. Est-ce qu'elle est totalement atteignable? Je ne sais pas, parce que par les choix de programmation, déjà, on prend une forme de position. Quand j'étais au Musée de la civilisation et qu'on a pris la décision de faire une exposition sur la merde, c'était une prise de position d'une certaine façon. Ou de faire une exposition sur les changements climatiques. Je pense qu'on peut poser la question autrement. Je pense que les musées doivent surtout faire attention à ne pas parler à la place d'eux. Alors, ils doivent donner la parole. Alors, avec les communautés autochtones, je vous en parlais tout à l'heure, ce qu'on a fait grâce à notre comité d'action autochtone, c'est qu'on les a inclus
eux qui avaient été exclus pendant non seulement des décennies, mais des siècles, de toute décision. Alors, ils faisaient partie des décisions, ils étaient non seulement consultés, oui, ils étaient consultés, mais ils participaient à certains choix et de l'exposition dont je vous ai parlé tout à l'heure, la grande exposition permanente, mais aussi par la suite des activités, des colloques, des programmes que l'on faisait, même aussi comment rejoindre les publics autochtones, parce que les publics autochtones viennent très peu dans les musées. Comment on conçoit des activités qui vont les attirer, qui vont faire en sorte qu'ils vont se sentir aussi chez eux. Donc, en leur offrant la possibilité d'intégrer les décisions, de parler en leur nom, je vais vous dire une chose qui va vous faire sourire. Moi, j'aime beaucoup les guillemets. Les guillemets, c'est très utile parce que ça permet de citer les gens, de citer, et ce n'est pas le musée qui parle. Le musée donne la parole, ouvre les guillemets, la personne, le groupe, la communauté prend la parole, nous refermons les guillemets, et puis il y a quand même quelque chose qui s'est passé, et ce n'est pas le musée qui l'a dit nécessairement. On fait la même chose, je vais l'appliquer au monde de l'art contemporain. Les artistes prennent souvent position, vous le savez, de différentes façons, sur différents sujets, parfois avec véhémence. Ça fait partie de la liberté de création, c'est important, il faut le respecter. Alors, les guillemets sont encore une fois, très importants. Alors, c'est l'artiste qui parle, ce n'est pas le musée. Oui, le musée a invité tel artiste plutôt que tel autre, mais c'est l'artiste qui s'exprime, c'est lui qui a fait son choix d'œuvre, mais aussi quand il dit quelque chose, et même les biographies d'artistes que nous mettons sur notre site web, vous irez voir, sont entre guillemets, puisque c'est l'artiste qui se présente lui-même. Nous ne présentons pas l'artiste, il se présente lui-même. Alors, je pense que donc une façon je ne sais pas si c'est de contourner, mais en tout cas, d'amener le cheminement de la pensée, c'est de donner la parole. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Alors, nous, quelque part, c'est effectivement la même chose, mais avec une responsabilité quand on traite des sujets, puisque c'est un peu différent, d'essayer de traiter l'ensemble du sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas une vérité, il y a effectivement une démarche, un processus. Et ce qui est important, c'est de faire apparaître cette processus. Et je pense que l'ensemble des musées, de façon différente, participent à créer effectivement ce citoyen dans toute sa complétude. Et je pense que voilà, on a lancé la semaine dernière et on est en plein dans le printemps de l'esprit critique. Universcience a lancé ça, le baromètre de l'esprit critique, le printemps de l'esprit critique, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on va faire une exposition sur Frontières très vite, là, sur esprit critique. Je pense que je vois les sujets, le choix des sujets ne sont pas complètement un hasard par rapport à tout ce qui se passe. Mais la façon de le traiter doit être quelque chose de pondéré, dans lequel on apporte toutes les clés d'entrée, les clés de réflexion, les plus, les moins, la contradictoire, avec une vraie démarche de validation, c'est-à-dire de différencier une opinion d'un fait, de différencier ce qu'est effectivement des constats. Et c'est quelque chose qui est très, très important dans cette notion de démarche scientifique, d'apporter une compréhension du monde en s'appuyant sur des études qu'on peut critiquer, dans lesquelles on peut apporter différents points de vue, mais ce sont des points de vue étayés. Ce sont des points de vue où il va y avoir des données, des analyses avec différents points de vue pour que le public puisse se faire une idée à partir effectivement d'une démarche la plus solide possible. Donc on n'est pas là pour apporter une vérité ou voilà, mais je pense qu'on est là pour poser des sujets, pour les emmener à les traiter en leur donnant finalement, en les nourrissant finalement de différents points de vue, mais des points de vue
étayée. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans toutes les façons de faire, participe à l'ensemble d'une certaine forme d'émancipation, de démocratie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et aujourd'hui, nos musées, quelque part, par rapport aux sujets traités, à la façon d'accueillir, à la façon d'apporter les sujets, c'est aussi une participation, une forme, en tout cas pour nous en sciences, de diplomatie scientifique. Voilà, quand on traite de frontières, quand on traite de certains sujets, on a une exposition sur évidemment le climat et tout ce qui est aussi bio-inspiré ou d'autres sujets. C'est une façon aussi de poser des sujets, de les emmener, de les traiter et de faire participer les gens aux réflexions. Donc oui, on est un acteur de la vie publique, du débat public, mais je pense que la façon de le traiter n'est pas neutre, et c'est là où on a une certaine neutralité, justement, parce que justement on l'emmène dans la réflexion et on ne lui impose pas quelque chose de calqué, une soi-disant vérité, mais c'est une démarche et du contenu qu'on lui apporte. Et en tant que ministre, vous avez été très impliqué justement pour promouvoir l'éducation scientifique et aussi le fait que les jeunes femmes se dirigent vers ces filières-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Universcience, vous avez aussi ce rôle de sensibiliser et d'amener vers à la fois les filières scientifiques Alors oui, c'est clair qu'une cité des sciences et de l'industrie, ou de l'autre côté le palais de la découverte, donc c'est toute une chaîne que l'on emmène, mais effectivement de faire découvrir les métiers qui sont issus, de se projeter un petit peu sur tous les métiers, en particulier des sciences et techniques, c'est un de nos rôles, de mettre en avant aussi, finalement en France, le point sur l'industrie qui est quelque part qui doit être innovante, décarbonée, création d'emplois. Enfin, on a tout un spectre, on va dire, qui va de la recherche, de la science, jusqu'à effectivement cette industrie et les métiers. Et là-dedans, la place de toute la diversité, mais en particulier des femmes, puisqu'on parle des métiers scientifiques et techniques, est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Comment on leur parle, comment on met en avant et comment finalement on les représente aussi dans ces métiers. Donc oui, ça fait partie des réflexions qu'on a à la Cité des sciences et de l'industrie en particulier, mais aussi au Palais de la Découverte. Vous avez mentionné la dimension d'éco-responsabilité, de développement durable. Est-ce que le musée peut être post-carbone ? Je pense que oui. Est-ce qu'il l'est en ce moment? Non. Mais dans 30 ans, en 2056, j'ai l'impression que les musées, comme bien d'autres organisations dans nos sociétés, seront davantage circulaires et seront davantage solidaires aussi. Je pense qu'il faut avoir une conception du développement durable beaucoup plus large que le simple post-carbone. Oui, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul. Je pense que dans la notion de développement durable, c'est le mot durable qui est important, c'est la durabilité, le fait de conserver, de recycler, donc de concevoir des expositions avec moins de matière, voilà, je cherchais un mot, les recycler, les réutiliser d'exposition en exposition. Ça va vouloir dire aussi probablement changer des façons de concevoir les grandes expositions internationales. Donc, probablement un ralentissement dans les transports d'œuvres internationaux, dans les grands blockbusters internationaux. Là, vous savez, je ne dis pas qu'ils vont disparaître, mais peut-être qu'ils vont en avoir un peu moins parce que ça coûte tellement cher. L'empreinte carbone est tellement forte. Peut-être qu'on peut aussi penser que ça va avoir des changements, qu'il va y avoir des changements importants dans la façon dont on gère les collections. Alors, est-ce que les normes muséales extrêmement énergivores et coûteuses peuvent être remises en question? Est-ce qu'on peut penser le collectionnement différemment? Par exemple, en favorisant les co-acquisitions entre musées, donc du partage de collections. Est-ce qu'on peut penser des formes d'aliénation? Je sais que c'est un mot tabou dans les musées, je le sais. Mais une forme d'aliénation qui fait en sorte qu'on favorise le transfert vers d'autres musées. C'est une aliénation douce, si on veut.
hein. Mais c'est du partage, c'est pas du recyclage, hein. Je veux pas mettre que vous me mettiez des mots méchants dans la bouche. Donc, on peut penser les choses autrement. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de partage, c'est pour ça que je parlais de solidarité et de circularité, effectivement. Il me semble que j'avais un autre élément que je voulais vous mentionner, mais je pense que j'ai pas mal tout dit. C'est difficile, hein? On n'a pas de boule de cristal. Je repensais, avant de m'en venir ici, j'ai repensé, quand j'étais étudiant à l'école secondaire, donc le lycée ici, au Québec, j'avais un professeur d'écologie qui nous avait fait travailler sur, on était en 1983-84, sur imaginer l'an 2000. Bon, en 2000, ça fait 26 ans. Hein? Ben, dans nos cerveaux d'adolescents, on avait imaginé qu'on se promènerait en voiture volante et puis que ben, y aurait, bon. Oui, les choses évoluent, les choses changent. Si on regarde comment c'était il y a 30 ans, hein, les 30 ans, ben, 1996, les musées de 1996 par rapport aux musées de 2026, ils ont changé. Ça n'a quand même pas été la révolution. Est-ce qu'entre 2026 et 2056, il y aura la révolution? Peut-être pas, mais il va y avoir des changements, il va y avoir des évolutions, il va y avoir des transformations, oui. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je soupçonne qu'on s'en va vers ce genre de réalité. Alors sur le côté durable, écologie, etc., effectivement, nous, mais encore une fois, c'est un peu différent, mais par exemple, la Cité des bébés qu'on a refaite, elle a été vraiment pensée avec du recyclage d'anciennes expositions, etc. Donc on essaye de mettre en œuvre, mais parce qu'on crée les expositions, parce qu'on crée des lieux pour ce côté recyclage, faire par nous-mêmes, ou voilà. C'est vrai, faire les expositions itinérantes, partagées, mutualisées, on en a fait cette merde, entre autres. Voilà, on en fait une autre de chez vous bientôt, n'est-ce pas? Et on est très, très contents. Mais voilà, je pense que c'est des choses qu'effectivement, en trouvant, il y a une évolution de la façon dont, en tout cas, nous, on construit les expositions, non seulement sur les thèmes, mais aussi sur la façon de faire. Mais le point où je voulais, donc, et de façon différente, mais tout ça, le point où je voulais peut-être revenir, c'est sur le côté durabilité ou en tout cas rénovation. On arrive beaucoup à des bâtiments, que ce soit des bâtiments historiques. En France, on en a beaucoup. On a la chance d'avoir de magnifiques bâtiments historiques sur notre patrimoine, ou des nouveaux bâtiments. On voit que là, il y a la rénovation de Pompidou en France, c'est 50 ans. Nous, la Cité des Sciences, c'est 40 ans. Et on parle d'une rénovation aussi. Et on le voit, je pense que ça va être pareil dans tous les pays, en tout cas chez nous, on est confronté à tout simplement deux choses. Les problèmes de financement pour rénover tout ça, c'est pas nouveau, mais ça va s'accélérer, parce qu'avant on n'avait que les vieux patrimoines, là on a les patrimoines de 40, 50 ans, etc. Voilà, le Louvre, il n'y a pas que le Louvre, il y a aussi la pyramide, tout ce qu'il y a autour. Voilà, on arrive à avoir d'autres, donc on voit que ça se creuse et que ça se problématise, et ce problème de durabilité, de soutenabilité. Et je pense que là, on a vraiment un autre paradigme à prendre et qu'on va être en particulier dans tout ce qui est musée, qui sont des grands espaces ouverts, mais aussi exemplaires, avoir à expérimenter peut-être et penser autrement la façon de rénover nos bâtiments, la façon de les restaurer. Effectivement, je pense qu'on a quelque chose à inventer, en particulier dans les musées, parce que sinon, d'abord, on n'y arrivera pas. Ensuite, ça ne correspondra pas à quelque chose qui sera soutenable, durable et exemplaire, et aux demandes de ces jeunes générations et de la génération d'aujourd'hui. Et puis, financièrement, de la même façon, on n'y arrivera pas. Donc, il y a beaucoup de critères qui fait que, finalement, on a beaucoup de vecteurs de durabilité, de soutenabilité, de regarder les thématiques, les choix, la façon de faire les expositions, de faire évoluer notre côté muséologie, mais aussi comment on va gérer nos bâtiments, comment on va gérer nos espaces, comment on va mutualiser ça. Et nous, on se lance sur une vraie réflexion à la Cité des Sciences sur la façon de restaurer de façon durable et frugale, plutôt que de rénover in extenso un bâtiment qui fait 250 000 m². Et voilà, et on le voit avec toutes les problématiques d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est un sujet crucial à regarder de différentes façons aujourd'hui pour les musées.
On a les mêmes problèmes au Québec, hein. Pour des raisons différentes. Notre patrimoine ancien est beaucoup moins imposant qu'en France, mais le Québec est une société jeune qui a explosé dans les années 60-70, l'époque du béton. Et le béton, ben, il est friable. Vous le savez, je crois. Et donc, beaucoup de choses au Québec qui est en train de s'effriter. Donc, je ne parle pas de la société, je parle des bâtiments. Donc, beaucoup de bâtiments sont en restauration. Je suis à la tête d'un musée qui est en restauration. Donc, on a investi 125 millions de dollars, à peu près 77 millions d'euros dans l'agrandissement et la transformation de notre musée parce qu'il était en béton, il était en train de s'effriter. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres bâtiments. Et quand je parle à mon ministre de tutelle, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, ben lui, il voit, ben comme vous avez vécu ça, il voit tout ce qui s'en vient. Et c'est épeurant, en tout cas, ça fait peur. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et ça, ben, ça sera l'objet d'une autre table ronde. Peut-être avant d'ouvrir aux questions de la salle, justement avec tous ces défis dans les 30 ans à venir à gérer, comment évolue aussi le rôle du directeur de musée? Est-ce que finalement c'est toujours le conservateur expert ou est-ce que ça devient finalement... Alors, j'aurais un peu de mal, vous avez vu mon parcours, de parler de comment c'était avant le conservateur expert. Mais je peux vous donner une impression de nouvelle arrivée, ayant quand même géré pas mal d'établissements et d'autres structures. Mais je crois qu'il y a un point commun, mais on l'a vu, on en parle depuis tout à l'heure, c'est ce côté de chef d'orchestre un peu pluri de beaucoup. Et je pense qu'il y a un côté d'abord de... Alors, avec ma casquette Universcience, je l'appellerais un peu... Mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qui m'a fait penser ce que vous venez de raconter, un côté de médiateur stratégique avec les pouvoirs publics sur beaucoup de volets, que ce soit les budgets, se projeter dans l'avenir pour les bâtiments, les projets stratégiques. Je pense que oui, aujourd'hui, on a besoin de vraiment avoir un côté stratégique, pouvoir public. Et en même temps, être un acteur du débat public. On l'a dit tout à l'heure, sur le rôle des musées, sur finalement la société de façon générale et comment elle évolue, et la réflexion de comment on se positionne, les choix, etc. On est un vrai acteur de débat public réellement. Et je pense qu'on garde, et moi ça m'a frappé en arrivant, je connais quand même bien les musées comme utilisatrice depuis très longtemps, comme public, et en particulier les musées que je dirige, je préside aujourd'hui, mais je pense qu'on a absolument besoin de garder des directeurs, enfin des gens qui sont à la tête, qui procurent du sens, qui continuent à donner du sens et de la vision, avec tout ce qu'on a parlé, le côté humain, le côté ce dont a besoin le public, etc. Et je pense que les trois facettes, pour moi, de jouer ce rôle de stratégie, pouvoir public, de savoir faire cette interaction d'acteurs publics et de donner du sens, d'emporter l'interne est quelque chose d'important. Et le dernier volet, le quatrième pied, c'est d'être capable de parler à différents acteurs. De plus en plus, on fait du lien nous, en sciences, les mots-clés aujourd'hui, c'est l'interdisciplinarité, l'interculturalité, l'intersectorialité, le côté inter, avec différents types d'acteurs, de considérer l'autre et de comprendre un peu mieux comment évolue la société. C'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et donc, d'ouvrir, je dirais, son chakra, son spectre. Et le milieu de la culture, pour moi, est un milieu extraordinaire pour ça. Et plus il sera ouvert, plus il participera à cette évolution de la société. Et je pense qu'on a un rôle particulier à jouer pour faire le lien entre cet interne et cet externe de la société, parce qu'on est quand même là pour ça. Oui, ce travail en réseau avec les partenaires académiques, avec l'Europe, avec les partenaires internationaux. C'est important aussi, et international avec le Canada, énormément. Ben, écoutez, Mme Retailleau a dit déjà beaucoup de choses que j'aurais pu dire presque pareil. Ajouter quelques éléments. C'est sûr que, donc, en fait, le rôle de directeur de musée, comment il va changer dans les 30 ans, c'est difficile à dire, mais il a déjà beaucoup changé dans les 30 dernières années. Ça, c'est une des choses qui a changé entre 1996 et 2026. On n'est
passer donc de directeur de musée spécialiste de l'art, historien, scientifique, à un chef d'orchestre, vous l'avez dit. On en est l'illustration. Moi, je suis avocat de formation, vous êtes scientifique. Qui avons vécu des expériences très diversifiées. Et je pense que c'est ce que les décideurs publics, politiques, recherchent. Ils veulent quelqu'un qui a une vue d'ensemble, qui fait les liens, ce que vous venez de dire. Donc, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit. Mais ce qui va changer aussi, c'est que ce qui a changé et ce qui va changer encore davantage, c'est que je crois que le leadership des directeurs de musée va être de plus en plus un leadership collaboratif. C'est-à-dire que ce n'est pas « voici ma vision, voici ce que je veux », mais voici ce que nous avons décidé ensemble, après avoir écouté, après avoir entendu les équipes, mais aussi avoir entendu les partenaires, la société civile. Et ça, c'est un grand changement. Mais je pense qu'il est fondamental parce que je suis convaincu en tout cas, que dans la société de 2026, si vous regardez ce qui se passe sur la planète en ce moment, et on ne fera pas un cours de géopolitique ce soir, vous savez très bien de quoi je parle, mais on a davantage besoin de l'expression d'une diversité de points de vue que de l'expression d'un point de vue unique. Ça, je suis convaincu de ça, et je pense que c'est vrai aussi dans les musées, et je pense que la gouvernance des musées doit s'adapter à ça, se transformer de cette façon-là et aller de plus en plus vers cette ouverture, ce partage, cette collaboration. Ce qu'on fait donc avec les autres institutions, il faut qu'on le fasse aussi dans notre façon de travailler à l'interne. Est-ce que vous avez un musée, une institution, un lieu de culture que vous trouvez particulièrement inspirant pour se projeter à 30 ans ? Je parlais tout à l'heure de celui de Bristol. C'est vrai que, en fait, nous, je vous le disais, on est en train de refaire le projet d'établissement cette année. Donc, comme vous le voyez, même si je l'ai fait en tant que public arrivant, donc je suis allée à Londres récemment voir, et donc je regarde pas mal les différents musées et la façon dont ils essayent de se projeter. Et c'est vrai que ce musée, la façon dont il a eu de penser sa muséographie à partir des questionnements, je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est interpellant, qui est à regarder et qui est vraiment quelque chose de nouveau, à mon avis, d'une rupture de comment on fait la muséographie à partir du questionnement du public. Il y a aussi le Futurium à Berlin, pour nous, pareil, qui va se positionner différemment. Et on voit, j'étais au Science Museum de Londres il y a 2 semaines, et tout le monde se pose ces questions, de se dire, est-ce qu'on est dans une continuité évolutive ou, encore une fois, on se pose des questions un peu de rupture, vu comment la société change, ou de comment, c'est ce qu'on a dit, on fait la muséographie. Donc là, moi, je vais faire ma tournée, je pars à Munich, Milan, Barcelone, pour voir, parce que je pense que c'est très important d'aller voir comment ça se passe ailleurs, les évolutions, donc discuter avec les gens qui réfléchissent, c'est ce qui est dit, cette collaboration externe. Et après, garder nos spécificités aussi. C'est-à-dire, je crois qu'il ne faut pas se copier, il faut garder la diversité, mais effectivement, on sent qu'on est dans une évolution où les gens se posent la question de comment on doit se projeter avec tous les défis qui s'entourent, avec le changement de démographie. Alors nous, dans ces musées des sciences, on a un public quand même qui est très familial. Donc vous voyez bien que les problèmes de démographie avec les points des enfants, etc., pose question dans le côté aussi de ce que va être la fréquentation, parce qu'un musée a besoin de vivre aussi dans la suite. Donc tout ça, c'est des questions qui se rejoignent de façon différente et complémentaire suivant les typologies de musées. Et je pense vraiment que je rejoins le côté travail collectif. Nous, on a lancé, c'est pour ça que j'étais là, un côté travail collectif en interne aussi de réflexion, après qui doit rester avec cette vision et cette impulsion, mais on est plus là en impulsion que le côté d'imposition d'une vision. Et ce travail collectif, je crois qu'il va prendre de plus en plus de place dans les musées pour le futur. Alors, dans les musées inspirants, alors la réponse facile et chauvine, c'est le nouveau MAC qui m'inspire, évidemment. Alors, le nouveau musée d'art contemporain de Montréal. Vous viendrez voir ça en 2028. Bon.
Ça, c'est une On petite viendra. blague. La réponse courte, plus sérieuse, ça serait le New Museum à New York qui vient de rouvrir ses portes la semaine dernière. Bon, vous connaissez, mais il vient de doubler ses superficies et qui est quand même un modèle de musée innovant. Donc, innovant technologiquement, mais innovant aussi dans ses approches sociales avec les groupes communautaires, etc. C'est vraiment une forme d'inspiration. Mais pour rêver un peu, je vous ai trouvé un autre exemple. Alors, qui est, je ne sais pas si vous connaissez le Cosmica Institute, c'est à Berlin, en Allemagne, qui développe des initiatives qui relient art et sciences, vous connaissez, et y compris avec le secteur spatial, en vue de créer une organisation spatiale pour la culture, pour assurer l'avenir de l'humanité. C'est pas beau, ça? Hein, quand même. Alors ça nous amène plus qu'en 2056. Alors voilà. Mais donc, il y a des institutions inspirantes, des musées inspirants, il y en a beaucoup. Chacun a sa couleur, chacun a son identité. Et on parlait de l'importance de la diversité tout à l'heure. Ben, ce qui est important de préserver aussi, c'est que tous les modèles ne se copient pas, comme vous venez de le dire, mais trouvent chacun leur façon de se démarquer, mais aussi collaborent et qu'on ait cette diversité d'offres culturelles en sciences, en art, en société, en histoire. Et c'est ça la force du réseau muséal. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander dans la salle si vous avez une ou deux questions. On déborde, on a un peu débordé, mais je vois que... passer le micro. Bonjour, merci beaucoup pour ces échanges. C'était pour rebondir sur l'exemple de We Curious que j'ai eu la chance de visiter à Bristol, sur la question de la déconnexion, etc. C'est est-ce que justement dans 30 ans, il ne faut pas qu'on devienne aussi des lieux d'expérience sociale, des lieux de vie et des espaces sociaux en fait, qui à la fois, on a parlé de médiation, mais est-ce que aussi c'est un lieu où on vit des expériences avec les gens avec qui on vient, avec sa famille? Est-ce que dans 30 ans, on sera encore capable de tous manger autour d'une table? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on ira au musée pour aussi passer du temps ensemble ou à la cité, etc. Et voir rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et parler à des inconnus, avec de plus en plus aussi peut-être des dispositifs qui permettront cet échange. Voilà, c'est un peu ma question sur aussi, quelque part aussi, comment être moins... élitiste, parce qu'on sait bien qu'on travaille tous dessus, mais il y a une partie de la frange de la population qu'on n'arrive pas à faire venir. Alors au-delà des publics très éloignés, ceux entre deux, là, les 4 Français sur 6 qui mettent jamais les pieds dans les lieux culturels, ou les 4 Québécois, je ne sais pas combien vous en êtes, mais ça doit être à peu près la même chose, qui ne mettent jamais les pieds dans des institutions culturelles. Voilà. Écoutez, une question qui est toujours pertinente. C'est sûr que le musée lieu de rencontre, on a parlé beaucoup du musée Agora pendant des années, mot galvaudé maintenant, mais lieu de rencontre, lieu de rassemblement, lieu où, par exemple, dans un musée d'art, parce que je vais parler de ma chapelle à moi, où les artistes rencontrent le public rencontre les artistes, mais aussi des différents spécialistes et aussi différents groupes. Alors oui, ça demeure important, ça demeure un lieu, à mon avis, ça va demeurer un lieu de convergence sociale et on travaille tous à faire en sorte que ça le soit toujours davantage. Les avancées sont un peu lentes, c'est vrai, mais la volonté, en tout cas, chez nous, est toujours très, très présente. Non, mais je pense que, moi, ce qui me touche, nous, la Cité des sciences et de l'industrie, je rappelle qu'elle est dans le 19e arrondissement, déjà. Et je pense on parlait de réseau tout à l'heure. Donc, non seulement on est dans des réseaux européens, donc on revient, mais on est dans un réseau national avec les centres de culture scientifique et technique sur les territoires. Et ça, c'est vraiment très important pour essayer d'aller toucher. Donc, c'est vrai que nous, on touche aussi les scolaires. Donc, quand ils viennent, tous les enfants d'une classe viennent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je pense qu'en France, le Pass Culture nous a permis d'avoir aussi cet accès plus facile. Et c'est vrai qu'on est un gros établissement qui permet de développer des expositions, etc. Et donc, dans le réseau des centres de culture, on essaye d'envoyer les expositions sous des formes plus simples à imprimer, etc., sur des lieux, ce qu'on appelle les zones blanches, parce qu'on sait très bien, et ça c'est vrai en culture, c'est vrai
en sciences, etc. Quand vous faites, moi j'ai fait longtemps, que ce soit la fête de la science, la fête de la musique, en tout cas, on voit dans les labos le papy chercheur qui emmène son petit gamin voir, voilà. Donc si on ne va pas à chercher, si on ne donne pas cette possibilité, c'est vrai qu'on ne touche pas, et c'est aussi notre mission, et c'est important. Après, c'est vrai que nous, on a des lieux de famille, donc l'intermédiation, le côté intergénérationnel, c'est pour ça qu'on a créé ces cités des enfants où ils viennent en famille. La cité des bébés, c'est la maman avec le bébé, c'est un lieu déconnecté, c'est un lieu où, quelque part... Donc, c'est des choses qu'on doit penser, et comment avoir ce temps d'avance pour savoir qu'est-ce qu'on aura besoin dans 10 ans d'offrir qu'on ne peut pas trouver dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est les questions qu'on pose. Et si on arrive à leur offrir ça de façon différente et de le distribuer par ces réseaux, ben peut-être qu'on touchera effectivement un public plus grand avec une diversité de... Quand je parle de médiation, là, je parle de médiation de tout art. Et c'est des choses sur lesquelles c'est compliqué. C'est difficile et il faut pluri-outils pour pouvoir y arriver, je pense. Donc, et puis de la culture sous toutes ses formes, parce que ce soit la culture, l'art contemporain, la musique, la danse, le cirque, les arts vivants, la science, je pense que c'est comme ça. Et en mélangeant, je dis toujours, nous on est au Palais de la Découverte, et je trouve qu'en France, on a cette chance d'avoir le Grand Palais, le côté art, dans un même lieu, j'en connais pas d'autres dans le monde entier, ou dans un bâtiment comme ça, situé sur les Champs-Élysées, on trouve l'art au sens premier du terme et la science à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'avec le Grand Palais, on a fait Transparence, qui est une exposition pour les enfants, qui est art et science. Et dans un même lieu où on va avoir des gens qui viendront pour voir l'exposition Matisse de Pompidou, qui est au Grand Palais, et qui auront le dire, mais tiens, je vais aller voir ce qui se passe là, parce que d'abord la rotonde est magnifique, et à côté il y a un truc, on me dit que c'est, mais je vais aller voir ce que c'est. Et ça, c'est des opportunités, c'est des ouvertures dans lesquelles, quand on mélange les deux, ben, on ouvre effectivement tout ce champ de culture et cette émancipation, cette clé qu'on offre au public. Et c'est pour ça qu'on se bat d'avoir ce mélange et de rester ensemble, parce que pour moi, c'est vraiment ce que représente la culture. C'est parfait, merci madame pour... c'est parfait comme transition. Moi, c'est un commentaire plus qu'une question. Je suis Dorothée Vatinel, je suis commissaire d'exposition à Universcience et j'ai eu la chance d'être détachée pendant 18 mois au Musée de la Civilisation à Québec. Et donc, je suis très bien placée pour dire combien les regards croisés sont nécessaires. Et je pense que justement, dans ces lieux de culture, dans 30 ans, ce serait vraiment très intéressant de continuer à avoir ces regards croisés inter-institutionnels. Vous parliez d'interculturalité. Je pense qu'elle est aussi au sein des musées eux-mêmes. Moi, personnellement, en tant que spécialiste d'exposition à caractère scientifique et sociétaux, je m'inspire beaucoup des musées d'art. Et je sais que vous allez faire un tour de beaucoup de musées scientifiques, mais je pense que c'est vraiment très intéressant d'aller voir des musées qui font autre chose que nous, et réciproquement pour les musées d'art. Et je me permets de vous donner vous parliez de lieux inspirants. Pour moi, un des lieux les plus inspirants que j'ai vus ces 5 dernières années, c'est la Burrell Collection à Glasgow, qui est absolument extraordinaire dans son décalage, dans son ouverture, dans sa modernité, dans sa générosité. Donc je ne sais pas si... Je vous invite à y aller. Je n'ai aucune action en Écosse. On prend note. Oui, bonsoir Dorothée, bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être là, d'entendre ces formidables commentaires et questionnements. J'aimerais juste revenir sur la question de la rénovation. Alors, c'est pas mon métier du tout, mais je suis très sensible à la question de la qualité du lieu, de sa facilité d'accès, de sa très grande facilité d'accès. J'ai passé 12 ans à la Villette, donc on sait très bien que les gens du parc n'allaient pas dans les institutions culturelles, on le sait parfaitement. Et comment est-ce qu'on peut ouvrir ces portes et comment est-ce qu'on peut faire de ces lieux des lieux hyper agréables. Alors, safe place, certainement, pour reprendre des termes québécois, mais évidemment des lieux de grande convivialité, je reprends Agnès, et de grandes voilà, possibilités, avec cette question de l'interdisciplinarité. Pardon, je rebondis, parce qu'effectivement, pourquoi se spécialiser et à quel point, et art et science, c'est un sujet qu'on adore tous. Merci. Écoutez, c'est une grande question. Je pense qu'il faut arrêter
de vouloir faire en sorte, je pèse mes mots, que tout le monde vienne au musée. Je pense que ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut élargir les publics, essayer de rejoindre de nouveaux publics, et c'est pas, on doit le faire. Mais pour ça, je pense qu'il faut arrêter de vouloir absolument qu'ils viennent voir ce que nous, on propose. Je pense qu'il faut d'abord aller voir les gens. Il faut faire des activités plus près d'eux, dans des centres communautaires, dans des bibliothèques proches de leur quartier, faire une activité dans un parc, dans un centre commercial, aller dans des usines, faire des présentations. On peut rejoindre donc les groupes là où ils sont, communautés immigrantes, enfants, au Québec, communauté autochtone, personnes en situation de handicap, etc., les différents groupes. Il faut aller les rejoindre. Il faut d'abord aller... Il faut, pour qu'ils se sentent invités, il faut qu'ils sentent d'abord qu'on s'intéresse vraiment à eux. Et c'est ça qu'il faut. On est en train de le faire. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose qui n'existe pas, mais ça ne se fait pas encore suffisamment. Il faut le faire davantage. Et une fois qu'ils vont sentir qu'on s'est intéressé à eux, ben là, ils vont dire « Ah, ben ces gens-là, ils sont finalement plutôt sympathiques. Alors, on pourrait peut-être aller voir le grand escalier dans leur hall et la grande rotonde. » C'est ce qu'on fait avec les CSC, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les deux, c'est pluri-outils. Alors en sciences, moi j'ai commencé à faire de la diffusion de culture scientifique il y a 25 ans, et en allant dans les écoles, j'en ai fait pendant 20 ans en primaire, etc. J'ai fait tous les fêtes de la science dans les supermarchés, sur les parkings, etc. Et je peux vous dire que ça marche mieux que quand vous les attendez dans le labo. Mais c'est important aussi de leur ouvrir les portes du labo, parce que c'est pas mais c'est ce que vous disiez, hein, c'est pas la même chose. Et donc c'est les deux, c'est-à-dire que voilà, moi j'étais pendant longtemps allée dans les écoles et dans les zones, etc. Je prenais ma voiture et j'y allais. Et c'est important d'aller les voir parce que sinon on touche pas les mêmes. Mais de pouvoir leur dire aussi, venez sur le campus, venez dans un musée, venez, etc. Voir l'environnement. Eh bien c'est quelque chose qu'on leur offre de supplémentaire. Donc voilà, c'est en fait, il n'y a pas une recette parce que sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Et il y a façons de faire et je crois qu'il faut aussi les expérimenter et les déployer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de force, de bons, et je rebondis sur la Villette, puisque je pense qu'il y a vraiment des choses, des lieux comme ça aussi à voir, parce qu'une fois que les gens sont dans le parc, quelque part ils sont entourés par la Philharmonie, le conservatoire, les galeries, la science, le cirque, la ferme. Et tout ça, ça fait partie d'une même entité. Et c'est formidable. Et il faut qu'on en fasse un lieu où finalement... vous savez, moi j'habite Orsay, je fais 1h30 le matin, 1h30 le soir pour aller à la Villette. Et je me dis, quand les gens ils vont juste voir... je ne sais pas moi, la cité, s'ils ont l'idée d'y passer 2-3 heures, suivant où ils habitent dans Paris... Bon, mais parce que moi, je connais des gens qui sont allés voir Kandinsky à la Philharmonie et je leur ai dit, mais va pousser jusqu'à la cité. Ils n'avaient pas réalisé, parce qu'ils ne sont pas du coin, qu'en fait, il y a 5 minutes entre les deux. Et donc, on a un vrai travail à faire pour leur faire découvrir des lieux où ils ont cette pluralité, où il y a une vie culturelle, finalement, où ils peuvent passer la journée entière à faire des choses différentes. Donc, il y a plein de façons, effectivement, d'imaginer l'accès à ces cultures-là, et on a du boulot, quoi. Oui, avec une belle tendance au développement des quartiers culturels et créatifs, c'est vraiment cette idée d'écosystème. Et on a fait pour le numéro 500 de Beaux-Arts Magazine une grande étude sur l'art et les Français, où il y a justement cette demande de plus d'art dans l'espace public, plus d'art dans la proximité. Donc l'appétence est là. Donc après, c'est formidable de voir qu'on va continuer à stimuler curiosité, esprit critique, intelligence collective. Donc merci beaucoup de vos éclairages.